Imaginez qu'un dimanche soir, le dimanche 15 août 1971, le président américain de l'époque, Richard Nixon, fait un discours qui est retransmis à la télévision. Il fait un discours pour la télévision pour expliquer son nouveau programme économique. Et en fait, au bout de la 10e minute de ce discours, le président américain ne s'exprime pas tellement à la population américaine, mais s'explique au monde entier. Pourquoi? Parce qu'il annonce, et c'est une décision qu'il a prise de façon unilatérale, il annonce que le dollar ne peut plus être converti en or. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Donc en une soirée, sans que cela ait été préparé avec d'autres États, le président des États-Unis prend cette décision seul, donc de détacher, de rompre le lien qui existait avec l'or. Alors, quelles conséquences ça a? Quelles conséquences? A priori, on peut se dire que ce n'est pas une décision si importante que cela. Mais en réalité, cette décision, elle a eu un impact énorme sur les règles du jeu monétaire mondial. Parce que c'est tout simplement la remise en cause des accords qui avaient été conclus par plusieurs États en 1944, donc pendant ces fameux accords de Bretton Woods. Entre le système de Bretton Woods mis en place en 1944 et 1971, on a un système où il y a une encre nominale qui est l'or, qui est convertible en dollars, et le reste du système s'accroche au dollar. Et tout ça est organisé avec un policier qui s'appelle le FMI, qui vérifie que les pays dévient pas trop dans leur balance des paiements et que les équilibres sont maintenus. On aurait pu décider autre chose en 1944. Et d'ailleurs, le représentant du Royaume-Uni, pendant les négociations de Bretton Woods, qui était le fameux économiste Keynes, avait dans sa valise un autre plan que celui-là. Son plan, c'était de créer une monnaie internationale qui était basée sur l'or et qu'il proposait d'appeler le Bank Or. C'est-à-dire qu'aucune monnaie nationale d'un État ne pouvait jouer le rôle de monnaie internationale. Mais finalement, au cours de ce mois de négociation, ce mois de juillet de négociation, Keynes n'a pas pu imposer son plan. C'est le plan représenté par Henry Dexter White, qui travaillait au ministère de l'économie des États-Unis. C'est ce plan-là qui a fait en sorte que le dollar américain devienne la monnaie internationale qui a prévalu. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quel était le pays qui avait la plus grande réserve d'or à l'époque? Eh bien, c'était les États-Unis. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand on fonde le système de Bretton Woods, en fait c'est un peu avant puisque c'est 1944 le système de Bretton Woods, à l'époque les États-Unis détiennent les 3/4 des stocks d'or mondiaux à peu près. Et donc en fait, on n'a plus un étalon or, mais on crée un étalon de change or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul le dollar est convertible en or et les autres monnaies sont convertibles en dollars. Et on disait as good as gold. On disait le dollar est aussi bon que l'or. Entscheidung von Nixon sozusagen, von ganz einseitige Entscheidung. De façon unilatérale, Nixon décidait que désormais les États-Unis n'échangeraient plus les dollars en or. Après les accords de Bretton Woods, vous pouviez venir avec vos dollars à la banque et les échanger contre de l'or. C'était la base même du système. Du jour au lendemain, ces accords n'étaient plus valables. C'était un événement considérable. C'est ça la grande bascule pour moi, la date majeure dans notre histoire économique récente, c'est le 15 août 71. Ce qui se passe en 71, c'est que le système ne tient plus, puisqu'effectivement, il y a de plus en plus de dollars qui sortent, de moins en moins d'or pour garantir tout ça. C'est d'ailleurs assez prévisible. C'est l'économiste belge Triffin qui avait montré ça. On peut pas tout avoir à la fois. Et donc, avec la guerre du Vietnam en particulier, ça explose. Nixon suspend la convertibilité en or du dollar le 15 août 1971, à titre temporaire. On y est encore, 54 ans plus tard. Et cette suspension, elle a un certain nombre de conséquences.
La première, c'est qu'on bascule d'un monde organisé. À l'époque, une once d'or valait $35. Aujourd'hui, ça vaut $3200. Ça donne la mesure du chemin parcouru pendant ces 54 ans. Donc on bascule d'un système organisé, pas administré, mais en tout cas organisé, à un système où c'est le marché qui détermine les valeurs. C'est-à-dire que si je vous dis aujourd'hui combien vaut $1, vous allez me dire ça vaut tant d'euros, ou tant de yens, ou tant de livres, ou tant de roupies, ou tant de ce que vous voulez. Et je leur dis, ok, très bien, et €1, ça vaut combien? Ça vaut tant de dollars, et ça change tous les jours. Et on a tous totalement intégré le fait que ça bougeait sur les marchés et qu'il y avait une forme d'offre de loi de l'offre et de la demande qui faisait que les choses étaient évaluées sur les marchés, que le marché est le lieu où s'établit la valeur. Et la deuxième conséquence du 15 août 71, c'est la rupture de l'encre, et c'est qu'à partir de ce moment-là, la monnaie, elle vaut ce que vaut la confiance que vous avez dans la Réserve fédérale, dans la Banque centrale européenne, dans la Banque d'Angleterre, dans la Banque du Japon, etc. Et grâce à ça, puisque vous avez confiance, une confiance qui est un peu organisée légalement, puisque vous êtes obligé, quand on vous paye une dette dans la monnaie, vous êtes obligé de l'accepter. Mais c'est ça qui a permis d'inventer le billions, le trillions, le quadrillions. Après, il n'y a pas de limite, quoi. Enfin, on a complètement basculé à cette date-là. Many people argue that Nixon's speech. Beaucoup de gens disent que le discours de Nixon a introduit une forme de refonte du système financier international, mais il a introduit aussi une refonte idéologique plus large sur la manière de gouverner une économie capitaliste. On pourrait dire que le néolibéralisme a commencé avec Reagan et Thatcher, avec le choc de Paul Volcker à la fin des années 70, mais selon moi, le néolibéralisme commence avec ce discours de Nixon. Il reconnaît à la fois la puissance du capitalisme financier, sa capacité à modifier les politiques des gouvernements et à réorganiser les relations monétaires internationales. On pourrait dire que le discours de Nixon libère les forces du néolibéralisme qui conduisent au capitalisme financier, à cette forme de capitalisme qui va véritablement se répandre dans le monde à partir des années 80. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. So that was possibly the most liberating day in. C'est sans doute le jour le plus libérateur de l'histoire monétaire. That's the moment where fiat money. C'est le moment où la monnaie fiduciaire devient la monnaie de l'économie mondiale. The global economy. And if you look back now at the nearly 50-year history since then. Si on réfléchit à l'histoire des 50 dernières années, on voit une croissance extraordinaire, une forte baisse des inégalités mondiales, beaucoup plus de santé et d'éducation pour des millions, des milliards d'individus. Not hundreds of millions, but billions of people. You've seen the emergence of China, which could never have happened had we said to the Chinese. On voit l'émergence de la Chine, qui sans cela n'aurait jamais eu lieu car elle ne disposait pas de suffisamment de réserves d'or, et aussi l'effondrement de l'Union soviétique. Tous ces événements ont coïncidé avec la fin d'un régime monétaire qui bridait notre imagination en la liant à une quantité fixe d'or, qui n'est rien d'autre qu'un héritage géologique vieux de quelques milliards d'années. Of billions of years ago. That's all it is, right? So the idea that humans would limit que l'être humain limite son imagination financière à un métal extrait du sol, c'était absurde. Which has been dug out of the ground is for me absurd. So we've just shifted from an inert. Donc on est passé d'une substance inerte, morte, l'or, à une substance vivante, la vie économique quotidienne. Pour moi, c'est un mouvement extraordinaire dans l'histoire économique, quelque chose qu'on devrait célébrer. Whether this nation stays number one in the world's economy or resigns itself to second, third, or fourth place, whether we hold fast
to the strength that makes peace and freedom possible in this world, or lose our grip. All that depends on you. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. He could have taken different decisions. Nixon aurait pu prendre des décisions différentes, comme refondre le système de façon à minimiser les possibilités de spéculation ou à assurer plus de coopération entre les pays. Mais n'oublions pas que Nixon dirigeait les États-Unis, c'est-à-dire la puissance hégémonique. Il n'avait pas forcément envie de développer la coopération, notamment avec les pays décolonisés du Sud global, qui auraient pu profiter du système monétaire international. Compte tenu de qui il était, Nixon n'avait pas d'autre choix. C'est une bonne leçon qui nous rappelle que la monnaie est une institution fondamentale du capitalisme et qu'elle est aussi fondamentalement politique. Aujourd'hui, on est plutôt dans une période de polycentrisme monétaire. C'est-à-dire que le dollar reste largement dominant, mais vous avez d'autres monnaies qui essayent de challenger le dollar d'une certaine manière. Alors, il y a des études qui ont été menées notamment par la Fed et qui montrent, et ça, je trouve ça vraiment intéressant, qui montrent que la dimension géopolitique est centrale pour expliquer pourquoi le dollar reste une monnaie très importante en termes de réserve de change. Ce qui a été montré, c'est que les pays qui utilisent le plus le dollar comme réserve de change, ce sont les pays qui ont un accord, une alliance militaire avec les États-Unis. Soit une alliance militaire formelle, comme l'OTAN, soit des alliances plus tacites, c'est-à-dire les États-Unis sont un partenaire, privilégié en termes géopolitiques et avec des aides militaires qui sont accordées par les États-Unis. Et ça, je pense que c'est une dimension qui est importante et qui rappelle que la monnaie, c'est pas un pur objet économique. In the current system, the US is still issuing the dominant Dans le currency système actuel, les États-Unis émettent toujours la devise dominante, by central banks. la plus utilisée par des banques centrales pour générer des réserves, The currency most used for la plus invoicing. utilisée pour la facturation. So we Europeans pay our Nous, Européens, payons oil nos factures de bills pétrole en in dollars, US dollars. la plus utilisée And the également currency sur les marchés also d'échange. Most used in foreign exchange markets. And that was called a long time ago under different institutional Il y a longtemps, environments quand Valéry Giscard d'Estaing by the était un jeune young ministre des Finances, finance minister il avait appelé Valéry cela un Giscard privilège d'Estaing. exorbitant. Le privilège exorbitant. It was a privilege exorbitant under different Dans les conditions conditions de l'époque, c'était un privilège exorbitant. Cela signifiait que les États-Unis pouvaient emprunter sans avoir à payer d'intérêt sur cet emprunt. without having to pay interest on the credit. Le dollar reste la monnaie de référence du système international par son poids dans les réserves, par son poids dans les échanges, quelles que soient les métriques qu'on prenne, le dollar reste central. Et on voit bien qu'avec ce qui se passe autour de Trump aujourd'hui, c'est un sujet. C'est un sujet aux États-Unis, avec des vrais débats sur ce que doit être le rôle du dollar. Et certains, dont le principal conseiller économique de Trump, Stephen Miran, disent, alors que jusque-là, je crois que c'est une formule de Valéry Giscard d'Estaing, on critiquait le privilège exorbitant du dollar qui, malgré la suspension de la convertibilité en or, restait le centre du système mondial.
avec tout ce que ça a comme avantage, notamment le fait que vous pouvez émettre sans limite, que les gens placent leurs réserves chez vous, rachètent votre dette moins chère. Enfin, il y a toute une série de privilèges. La thèse que Stephen Miran et d'autres aux États-Unis disent, en fait, tout ça a une conséquence, c'est que le dollar vaut trop cher, c'est ça qui a tué l'industrie américaine. The United States, under the second Trump administration, Sous la deuxième administration Trump, les États-Unis sont en train de repenser le rôle du dollar comme devise hégémonique. Trump pense qu'être l'émetteur de la monnaie de réserve internationale est mauvais pour les États-Unis. Et que depuis 30 ans, les États-Unis souffrent à cause de cela d'une désindustrialisation forte et d'une perte d'emplois industriels. Sans doute à cause du libre-échange, mais peut-être aussi à cause d'un dollar trop fort. Aujourd'hui, l'élite politique américaine fait face à un défi. L'ordre financier néolibéral qu'elle a conçu profite aux entreprises et pas à la classe ouvrière. En interne, le capital financier a nettement gagné la guerre des classes, ce qui a entraîné des disruptions politiques. Mais le plus important, c'est que la Chine, avec son système de capitalisme d'État, a réussi à tourner cet ordre financier international à son avantage et a créé ainsi une menace crédible pour l'hégémonie américaine. In order to provide a credible threat to the economic hegemony of the United States. Today it was announced that China is reducing its currency. Did you see that? Big. In other words, they're going to make up for it. They got every trick in the book. I'll tell you, they are great. You got to hand it to them. They're manipulating their currency today as an offset against the tariffs. Not supposed to do that. The game isn't supposed to be played that way. It makes it very hard for us. So, when the United States says to China, it's unfair, and it's not only the United States, the European Union says that as well, but when the United States says it's unfair... Quand les États-Unis accusent la Chine d'être injuste, ils lui reprochent d'être devenue depuis 20 ans leur principale source d'importation. Et pour eux, ce choc chinois a contribué à la désindustrialisation de l'économie américaine et à la perte d'emplois manufacturiers. Ils reprochent à la Chine d'avoir obtenu ces résultats en manipulant sa devise et en subventionnant ses entreprises locales de façon injuste. Pour eux, le capitalisme américain est juste, le capitalisme chinois est injuste. Et les États-Unis veulent que la Chine mette fin à ces pratiques. Ce que ce raisonnement ne dit pas, bien sûr, c'est que quand la Chine accumule des excédents de sa balance commerciale, la Banque centrale chinoise achète des dollars parce qu'elle veut protéger les exportateurs de la montée du renminbi qui rendrait les exportations chinoises plus chères. Avec ces dollars, la Chine achète des bons du Trésor américain. Et donc, on peut se demander où est l'injustice quand, depuis 2 décennies, grâce à l'État chinois et à l'économie chinoise, les États-Unis ont payé moins d'intérêts sur leurs dettes. La Chine soutient l'économie américaine en détenant 2 000 milliards de dollars de bons du Trésor américain. So the Chinese economy, since the 2000s, has been Depuis les années 2000, la Chine augmente sa production de façon continuelle. Récemment, elle a réduit ses excédents commerciaux. Si vous avez des excédents, cela signifie que le reste du monde a des déficits.
En l'espèce, la plupart de ces excédents chinois ont été absorbés aux États-Unis, qui sont le client principal des biens chinois. Et la Chine a investi massivement dans des obligations américaines sous forme de bons du Trésor et de titres basés sur l'immobilier. Pourquoi? Parce que son économie est orientée vers l'export. Et il y a depuis longtemps un débat sur le fait de savoir si c'est de la manipulation ou pas. And there's for a long time now a debate on whether this is manipulation. Je pense parfois au concept de puissance hégémonique géniarde. L'hégémonie américaine s'accompagne toujours d'une plainte. On l'entend dans le discours de Nixon en 1971, comme dans le discours de Trump en avril 2025. Même s'ils sont aux commandes, les États-Unis ont toujours l'impression de se faire avoir. Tant que le capitalisme d'État en Chine profitait aux entreprises américaines, l'élite politique américaine l'a ignoré. Elle a commencé à crier à l'injustice quand elle s'est rendue compte que le système ne fonctionnait plus à son bénéfice. Ce que l'ère américaine du capitalisme global nous enseigne, c'est qu'il n'y a rien d'équitable dans le système monétaire international. Le pays hégémonique ne parlera de justice qu'au moment où il ne pourra plus contrôler le système comme il le faisait par le passé.